Alors, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, on est en hybride. Donc, bonjour aux étudiants présents ici à Montpellier. Merci beaucoup à Nathalie Auger pour cette invitation lors de ce séminaire de l'humain. Et bonjour à tous en ligne. Désolée, entre l'ordinateur, etc., c'est pas tout à fait simple de jongler. Alors, l'idée aujourd'hui a émergé. Je vous propose une conférence, si l'on peut dire, que j'ai intitulée Enseigner le FLS aux adultes et aux parents au sein des associations et du dispositif OEPRE, enjeux, pratiques de classe, ingénierie, gestion de l'hétérogénéité. Nous allons réfléchir ensemble de environ 45-50 minutes et je m'inscris aujourd'hui en fait dans la suite de la découverte d'un ouvrage que nous avons coordonné avec Lucille Cadet qui s'intitule Enseigner le français en contexte migratoire. Et donc, j'ai décidé de revenir sur quelques éléments, notamment sur l'hétérogénéité, de repartir de quelques textes un petit peu plus anciens dont je vais vous parler dans un instant. Et en fait, le positionnement de didacticienne que j'ai sera vraiment d'insister sur les enjeux actuels, sur les pratiques de classe, les aspects didactiques, pédagogiques et finalement comment outiller au mieux les étudiants qui sont en formation, les étudiants en formation ou les professionnels en formation continue, bien sûr, et de réfléchir à l'avenir. Vers la fin de la conférence, j'aimerais vous inviter à découvrir peut-être quelques chapitres de cet ouvrage et je vais démarrer plutôt avec quelques éléments de définition qui concernent l'hétérogénéité. J'ai décidé de repartir en fait d'un article assez ancien et c'était des recherches menées en association dans les années 2004-2005. Vous l'avez dans le polycopier, je pourrais vous le diffuser ensuite, c'est-à-dire c'est un article qui s'intitule La réalité des pratiques de classe en milieu associatif, comment gérer l'hétérogénéité publique d'adultes migrants. Vous trouvez cet article en ligne dans les cahiers de la CEDLE. Donc pour commencer, je vais revenir un petit peu sur surtout la différenciation, la pédagogie différenciée qui est finalement la réponse apportée à la gestion de l'hétérogénéité. Je me suis appuyée sur l'anthologie des textes clés en pédagogie que je trouve assez féconde et qui est intéressant pour les professeurs en formation continue ou initiale. J'aimerais revenir sur quelques éléments et les étudiants dans la salle sont sur la page 3 du polycopier, à la page 69. Donc, je vais revenir avec vous sur quelques passages. En France, en 1983, sous l'influence de Louis le Grand, la pédagogie différenciée a été officiellement proposée comme réponse à l'hétérogénéité croissante des élèves. Il s'est intéressé à ce qu'on a appelé effectivement la pédagogie différenciée, Louis le Grand, et en 1971, il en donne la définition suivante. Donc, vous êtes toujours sur le polycopier à la page 69. Un effort de diversification méthodologique susceptible de répondre à la diversité des élèves. Et finalement, c'est ce que rappelle Philippe Perronou, ce n'est ni une méthode, ce n'est ni un dispositif particulier. Différencier, c'est optimiser les situations d'apprentissage et en priorité celles que l'école propose aux élèves les plus éloignés des objectifs ou qui ont le plus de difficultés à apprendre. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, comme Alexandre le nomme, à la référence de Philippe Perronou, La pédagogie à l'école des différences, paru en 1995. Il nous donne un certain nombre d'éléments complémentaires aux pages 70, 71. Je ne reviendrai pas sur tous les éléments ici, mais comme je vous dis, pour les personnes, je vous remercie d'assister à ce séminaire. Je pourrais vous envoyer le polycopier et sinon, je vais reprendre quelques éléments. En fait, Péronous revient sur cette problématique de la différenciation et il souligne quelques caractéristiques qu'il trouve importantes. Qu'elle ne condamne pas à l'uniformité des contenus, on peut atteindre les mêmes maîtrises finalement par des itinéraires divers, c'est ce qu'il souligne.
qu'elle voue moins encore à l'uniformité des rythmes de progression, des démarches et des constats didactiques, qu'elle ne veut donc pas dire plus du même, et elle ne se borne pas non plus au soutien ou aux remédiations classiques, etc. J'aimerais revenir sur un élément de Peronou de 1989 qui nous dit: la différenciation de l'enseignement doit rester un paradigme général, donc assez abstrait finalement, détaché de telle ou telle modalité de réalisation. S'il fallait le caractériser globalement, on pourrait dire qu'il s'agit de rompre avec l'indifférence aux différences analysées par Bourdieu 1966, donc finalement de neutraliser l'un des principaux mécanismes de fabrication de l'échec scolaire. Et donc ça, c'est Peronou qui nous le dit en 1999. Et donc je me réfère à l'anthologie d'Alexandre à la page 71. Donc, j'avais souhaité reprendre ces éléments concernant la différenciation. Une des pistes possibles de gestion de l'hétérogénéité. Durant cette matinée, je vais commencer par reprendre quelques éléments de constat liés à l'hétérogénéité que j'ai pu mettre en avant dans l'article de 2008. Ensuite, je souhaiterais vous proposer des pistes pratiques pour les professeurs, pour les personnels formateurs, voire pour les bénévoles, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de structures où il y a des bénévoles. Et ensuite, j'aimerais élargir une quatrième partie où nous serons plus sur l'enseignement et l'adaptation de son enseignement pour un public adulte, hein, puisque c'était la commande qu'on s'était fixée avec Nathalie, pour insister là-dessus, sachant que notre ouvrage de Brulet et Cadet a toute une partie et un certain nombre de chapitres qui sont plutôt consacrés à l'enseignement aux enfants, ou en tout cas en milieu scolaire, mais aujourd'hui, j'insisterai davantage sur des chapitres consacrés aux adultes, hein, puisque c'était l'idée. Oui, le livre, évidemment, a été commandé, il est à la bibliothèque en quelques exemplaires. Vous pouvez le retrouver à l'ITIC. Voilà. Donc, normalement, vous aviez sur le diaporama quelques petits éléments. Donc, par rapport à la gestion de l'hétérogénéité et ce que j'ai pu constater dans une association d'Île-de-France à Paris. J'aimerais revenir sur plusieurs points. Donc, tout d'abord, les contextes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Les associations, les écoles, les institutions qui sont nombreuses dans toutes les villes de France et qui accueillent les adultes, notamment qu'ils soient en contrat républicain, qu'ils soient régis par les contrats OFI ou non. Moi, je me suis intéressée à une association où il s'agissait de cours du soir sur la base du volontariat par des adultes qui avaient cours. Vous m'entendez? Il y a un problème à la distance? Non, non. Non, tout va bien. D'accord, très bien. Donc, au niveau des contextes, il y a également ce qui nous intéresse, et je vous en parlerai un petit peu plus précisément si vous le souhaitez, au contexte également OEPRE, c'est-à-dire ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves. Il y a de nombreux centres sociaux, centres socioculturels, etc., qui sont gérés par les collectivités territoriales. Il y en a beaucoup en Île-de-France. Je me suis intéressée aussi au Grand Est, notamment l'Académie de Dijon, l'Académie de Mulhouse. Évidemment, à Montpellier, il y en a également. Et ce qui m'intéresse également, on en reparlera, c'est la pédagogie. Alors, certains parlent comme d'une institution, d'une structure, les ASL, mais a priori, c'est plutôt, il s'agit d'une pédagogie. Donc là, je vous renvoie bien sûr à De Ferrari, Mariella, une collègue qui a mis en place tous ces éléments. Vous pouvez aller voir des éléments théoriques, pratiques sur ASL Web, Radia, etc. Et nous en reparlerons avec nos collègues Marie Laparade et Forzi, pardon, j'ai oublié son prénom, qui nous ont parlé de leur méthode et de leur manuel.
Donc, les contextes accueillant les adultes sont très divers. Nous sommes souvent plutôt sur des cours de type extensif. Qu'est-ce que ça veut dire extensif? Donc là, je suis un petit peu entre conférences, séminaires, cours. On est plutôt a priori sur une fréquentation d'une fois à 2 fois par semaine d'1 heure 30 de cours, ce qui est assez peu. Il y a des présences assez fluctuantes, un absentéisme qui est remarqué, qui est très présent en fonction des mois, des semaines, des années, etc. Donc généralement, la participation et la linéarité, la progression dans les apprentissages est assez complexe à gérer pour les formateurs et ce qui nous intéresse en priorité pour les apprenants, hein, bien sûr, pour qui la complexité se pose aussi au niveau des ressources et des manuels, car ce sont généralement des structures, même si nous progressons et nous allons voir quelques exemples hein, de manuels, de ressources, de supports qui étaient encore moins présents au début des années 2000, mais toutefois, c'est un public qui pâtit d'un manuel peut-être solide qu'ils peuvent parcourir en autonomie au-delà de la classe, qui est finalement un parcours d'apprentissage très court hein, pour eux. Ce type de structure peut accueillir généralement, donc vous pourrez aller voir dans cet article et dans d'autres, car il y a d'autres références dont je vous parlerai. Nous pouvons accueillir de 2, 3, 4, 5, 10 étudiants jusqu'à 50 étudiants dans un cours. Hein. Donc, généralement, ce sont des structures où la particularité fait que vous pouvez avoir un grand nombre de stagiaires, d'apprenants, comme vous voulez, en fonction des dénominations. Bien sûr, avec une fluctuation, généralement, le premier mois, il peut y avoir beaucoup de personnes, jusqu'à Noël, un petit peu de moins en moins, et il y a un renouvellement des groupes en fonction de l'avancée dans l'année. Ce sont généralement des cours annuels. Une difficulté qui a été creusée par d'autres, par aussi Guérin et Laurence dans un des derniers numéros de Français d'aujourd'hui sur l'insécurité linguistique, sur les migrants. Quel public finalement? Quels sont les besoins de ces élèves? Et la grande difficulté, c'est que généralement, vous avez, on va dire, allez, 30 étudiants qui ont finalement des parcours de vie et des besoins très différents, d'où cette hétérogénéité. C'est-à-dire, vous pouvez avoir bien sûr des personnes qui n'ont pas été scolarisées antérieurement et qui n'ont pas été alphabétisées dans leur langue ou en tout cas en français, qui est une langue étrangère au départ et qui est en train de devenir une langue seconde, peut-être une langue de scolarisation pour les enfants, etc., peut-être une langue de scolarisation en OEPRE. Tout est mélangé. Certains parlent de FLE alpha, de petit alpha, etc. Guérin en reparle voilà, dans le numéro là, du français d'aujourd'hui, je crois que c'est de 2023 ou 2022. Il y a également un public très nombreux pour lesquels on essaye aussi de développer des ressources pour le public illettré. Donc, toutes ces personnes sont dans une même classe. C'est évidemment, d'un point de vue pédagogique, c'est un énorme défi hein, pour chacun des professeurs que nous sommes, que vous êtes ou que vous allez former. C'est une vraie question. Et c'est une vraie difficulté puisque, a priori, les propositions d'ordre pédagogique sont censées différer. Hein, en tout cas, être assez différentes et comment faire lorsque on a tant d'étudiants de ce profil, etc. Globalement, environ 24% dans cette étude des apprenants étaient non scolarisés antérieurement. 64% avaient plutôt une scolarité régulière et un niveau bac, voire bac supérieur. Hein, donc, en tout cas, dans cette étude, c'est ce que j'avais pu noter. Vous pourrez vous référer au début de l'article. Une grande hétérogénéité, bien sûr, au niveau des formateurs.
Dans cette association, comme dans beaucoup de contextes, c'est encore le cas également aujourd'hui jusqu'au-delà des années 2020, 2024, 25 dans les centres sociaux où nos étudiants et étudiantes font des stages ou sont ensuite salariés. Ce sont les seuls formés, c'est-à-dire que globalement, les formateurs, les bénévoles n'ont aucune formation en FLE. Donc très peu. Et il y a parfois dans chaque structure, le minimum, souvent, c'est 1 ou 2 salariés. Hein, donc il y a souvent la responsable pédagogique, mais très souvent dans les centres sociaux également, il y a une responsable au niveau du fonctionnement et des apprentissages linguistiques, mais qui n'a pas forcément non plus une formation en FLE. Donc, la complexité est assez importante. Donc, ça veut dire que nous sommes face à des formateurs, à des professeurs, à des bénévoles, en fonction des dénominations, qui sont généralement assez euh, peu encadré, hein, pour dire les choses. Voilà, j'essaye de dire les choses, bien sûr, de manière tout à fait bienveillante, car il y a une bienveillance chez ces formateurs, mais l'idée aussi d'aujourd'hui de se rencontrer, c'est que je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de la bienveillance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être armés pédagogiquement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens, hein, finalement? Quelles ressources on prend? Est-ce qu'on prend le bled, qui fait partie, vous le verrez dans l'article, le Grévis, etc. En fait, généralement, les ressources sont complètement orientées français langue maternelle pour des publics qui ont appris à lire, à écrire dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et tout à fait inadaptés. Hein. Et ces personnes qui interviennent n'ont pas eu l'opportunité de réfléchir, d'avoir des réunions pédagogiques ou d'avoir accès à des ressources et d'adapter leurs cours, leur pédagogie à un public allophone. Donc c'est ça la grande difficulté. Globalement, dans beaucoup d'institutions et d'associations, il y a des étudiants mais dans des disciplines tout à fait différentes, c'est-à-dire ce ne sont pas forcément vous, les étudiants de FLE, il y en a bien sûr, donc des étudiants qui sont inscrits en géologie, en commerce, en droit et bien d'autres disciplines, pardon, et beaucoup d'enseignants retraités. Hein, donc ce sont majoritairement les personnes qui justement proposent leurs services dans ces associations. Bien sûr, en OEPRE, donc ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves, l'objectif étant double, que les... Alors, ce dispositif n'est pas nouveau et on pourra sans doute en discuter un petit peu plus en détail dans la deuxième partie de cette matinée. Qui existe depuis 2008-2009. Je vous encourage à aller voir les travaux de Dominique Levet, hein, qui a fait un guide qui est accessible, je pense, en ligne sur ce dispositif. Donc, que les parents puissent au mieux suivre la scolarité de leur enfant. Et on se rend compte que dès la maternelle, si on ne connaît pas, si on n'a pas accès à la langue française, il est très complexe de préparer euh, la sortie à la piscine, la sortie scolaire, de préparer les attestations, etc. Enfin, l'accès à la langue française, évidemment, est indispensable pour suivre la scolarité. Et le deuxième objectif est que ces parents progressent justement en français. Donc, ce sont aussi des cours de français pour les parents. Ce sont généralement des heures, c'est souvent de 4 à 6, 4h30 à 6h, 6h30. Beaucoup de femmes participent à ce dispositif et généralement, il peut y avoir parfois la présence d'un des membres de la fratrie, des tout petits qui ne peuvent pas être gardés. D'ailleurs, si on parle d'utopie didactique, ce serait bien qu'il y ait des garderies, sans doute, dans ce type de dispositif. En tout cas, voilà. Voici quelques constats, il y en a d'autres et je vous renvoie également à un dernier numéro que vous avez sans doute
aperçu de 2023 sur les cahiers de la CEDLE qui a été consacré au bénévolat. Hein, il y a un article de Maud Vado, notamment dans les Varias sur les marchés de l'OFI de 2022 à 2024, puisqu'en 2022, nous avons fêté les 10 ans du référentiel FLI. Et nous nous préparons sans doute à malheureusement un encadrement de moins en moins bon, puisque les formations pour les migrants, pour les parents, etc., vont passer sans doute au tout numérique. Nous avions une journée de mobilisation pour l'alphabétisation justement début septembre. Il y aura un autre colloque en mai à Lyon, je crois, avec les collègues Rivière et d'autres. En tout cas, la situation est assez préoccupante sur un territoire où la politique d'accueil, je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques, mais questionne et ne va pas forcément vers le mieux. Et en tout cas, nous ne pourrons pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui, mais l'idée est que vous, nous tous, nous réfléchissions pour être de plus en plus armés pour agir et intervenir dans ces classes auprès des publics qui sont très divers. Donc là, il s'agissait du premier point sur les constats de quelques difficultés. Je vous renvoie à cet article de 2008 qui reste une étude assez modeste, mais qui me semblait être une bonne entrée en matière et qui laisse une trace de tout cela. J'aimerais maintenant qu'on avance sur le... Je regarde l'heure tout de même, n'est-ce pas? Oui, sur le cœur du sujet, les pistes. Et je vais repartir également sur cet article, sur la deuxième moitié, mais sur un autre article aussi qui me semble pertinent et que je pourrais vous envoyer si jamais vous le souhaitez. C'est l'article de Ferrari, Laurence et Brulet qu'on a écrit en 2016 qui s'intitule Ingénierie actionnelle et interculturelle pour l'enseignement du français à des adultes migrants, un levier pour didactiser l'immersion. Et dans ce chapitre, donc, nous sommes trois collègues avec Mariella de Ferrari dont vous pouvez trouver pas mal d'écrits sur son site Coalternative. Elle a beaucoup écrit aussi d'articles, etc., que je vous invite vraiment à aller découvrir ou redécouvrir. Véronique Laurence, qui est aussi très impliquée dans ce cadre, et moi-même. Donc, l'idée, je vais reprendre en quelques points ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a un gros problème et comment faire pour finalement gérer les va-et-vient de nos apprenants. C'est une des premières questions que je m'étais posée et qui revient très régulièrement chez les formateurs, car c'est très déstabilisant, surtout pour un formateur peu formé, l'absentéisme, les va-et-vient, etc. Donc, je vais juste vous donner au moins un exemple. Pour ceux qui sont à la présence, je vous invite à regarder la page 7 du polycopier. Donc, qu'est-ce que nous dit une formatrice concernant la gestion des va-et-vient des apprenants et qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait face à cette difficulté réelle du quotidien? SM nous dit les va-et-vient très fortes le premier mois, stabilisation le troisième trimestre. J'incite les élèves à travailler dans la durée. Les premiers cours sont assez indépendants les uns des autres. Donc, c'est sa réponse à l'hétérogénéité. Elle essaye que le début de l'année soit plutôt sur des unités à part pour faciliter l'apprentissage et la progression des élèves. Le deuxième petit extrait de PG, je pars vers le bas. Pendant tout le premier trimestre, fluctuation très importante. À chaque cours, de nouveaux élèves. Comme l'effectif est très important, cette fluctuation est ingérable. Donc, j'avance au rythme que j'avais prévu et ne recommence pas à zéro à chaque cours pour mettre à niveau les nouveaux arrivants. Un troisième et dernier, et après je vous invite à lire la suite et d'autres témoignages. AG, le début du tableau, nous dit « C'est mon point faible, car je suis, le plus secrètement possible, vexé quand ils manquent ou viennent en retard.
J'essaie de leur expliquer que manquer leur fait du tort et venir en retard fait du tort au ponctuel, puisque cela interrompt le cours. Mais cela ne sert à rien. Et en fait, c'est souvent le travail qui en est la cause. Quand ils ne viennent plus du tout, cela me fait de la peine dans mon amour-propre. Mais ils ne le sauront heureusement jamais. Trois points d'exclamation. Bon, évidemment, vous voyez qu'on est beaucoup sur le ressenti, voire sur l'ego, etc. Ce qui n'est pas du tout mon propos. Et a priori, nous, on est plutôt là pour essayer de prendre de la distance et bien sûr d'être les plus professionnels possible. Évidemment, ça nous renvoie à ces publics qui sont dans des situations professionnelles, sociales généralement assez précaires. Et c'est le travail qui guide leur présence, la gestion des enfants malades, etc. Souvent dans ce type d'association, d'ailleurs, il y avait plutôt un nombre important d'hommes, hein, quand même, puisque les femmes, en fin de journée, ben, elles sont avec les enfants. Donc, il y avait beaucoup plus d'hommes finalement. Je vous renverrai, je pense qu'il y a un petit chiffre dans l'article. D'autres points qui m'ont intéressé et qui continuent à nous intéresser avec Véronique Laurence, Mariella de Ferrari. Vous avez d'autres éléments sur l'organisation pédagogique dans l'année. Comment faire? Comment s'organiser? Je l'avais intitulé à la page 9 du polycopier, la pratique des 4 compétences. Alors, on était au début du CECRL. Bien sûr, on est plutôt sur les habiletés, comment avancer. Maintenant, je vais vous renvoyer à l'ouvrage de Véronique Laurence, hein, Le français langue étrangère pratique. Je vous redonnerai le titre exact et à tout ce qui est la conception de l'unité didactique. En tout cas, un des éléments qui m'avait paru à l'époque essentiel, c'est de tâcher de cadrer l'enseignement par rapport à ce que l'on appelle la séquence, l'unité didactique et avoir une progression dans l'année. Pourquoi j'étais revenue sur ce point? Puisqu'à l'époque, et ça a un petit peu changé, mais peu, il était très difficile de proposer un manuel, hein, avec des unités, des leçons, un parcours qui conviennent tout à fait. Vous verrez d'ailleurs, il y a quelques éléments dans le constat qui mettent en avant les ressources utilisées, et nous en reparlerons. Donc l'idée, en tout cas, est toujours d'inciter les enseignants, voire les bénévoles, à garder ce cadrage qui part de l'anticipation du démarrage, une étape de compréhension que vous connaissez a priori ici dans cette salle tous, avec de la compréhension globale et détaillée, un accès au sens minutieux pour essayer de faire progresser nos élèves, que ce soit à l'oral, à l'écrit, à partir de documents fabriqués ou authentiques. Bien sûr, ne pas négliger un travail fécond, réflexif ou pas, dans la mesure du possible, mais en tout cas un véritable travail sur la langue, hein, en réfléchissant au fonctionnement grammatical, au fonctionnement et aux champs lexicaux, à la phonétique, etc., avec une troisième étape, quatrième éventuellement, allant jusqu'à l'évaluation, la production pardon, guidée avec la systématisation, la tâche finale, etc. Donc là, je vous renvoie aussi à Courtillon, hein, qui a proposé de nombreux écrits un peu plus anciens, mais autour de l'unité didactique, qui sont toujours assez intéressants. Laurence propose un article en 2012, je crois, dans Français aujourd'hui, sur séquences et unités didactiques, donc qui peut s'inspirer du FLM, du FLS, du FLE, et qui peut nous donner des pistes d'action, puisque l'idée aujourd'hui est aussi que l'on réfléchisse ensemble et que l'on transfère, hein, que l'on réfléchisse, lise des écrits et que l'on puisse les adapter en contexte en fonction de vos classes. Donc, j'avais mis un petit élément sur la réflexion sur la langue, sur les correspondances phonigraphie, mais nous y reviendrons plus tard avec quelques manuels qui maintenant sont plus avancés, qui sont parus assez récemment justement sur l'entrée dans la lecture et l'écriture, notamment de Forzy et La Parade. Pourquoi tout cela? Eh bien, l'idée, je vous lis juste un petit extrait. Finalement, le travail au cours de l'année a consisté à donner aux apprenants des clés d'entrée pour apprendre à apprendre, leur redonner confiance, les encourager dans leur travail en français, les faire travailler en groupe d'entraide et moins à travailler les compétences purement linguistiques. Ces propositions de pratique de classe peuvent-elles aider d'autres collègues?
Est-ce transposable à d'autres classes? Ces activités répondent-elles véritablement aux besoins du terrain? Donc ça, ce sont encore des questions que l'on gardera pour la suite. Combien de temps avons-nous, chère Nathalie? Car le plan est moyennement avancé, mais ça va, on va avancer. Une quinzaine de minutes, ça ira? Une quinzaine de minutes, très bien. Ça va en ligne, dans la salle, tout va bien? Oui. Donc, ce que je vous propose, on va essayer d'avancer peut-être. Je vous renverrai très rapidement à l'article de Ferrari, Laurence et Brulet en vous donnant quelques éléments, mais je vous y donnerai plutôt accès, je vais moins m'y attarder et je vais plutôt m'attarder sur le livre que l'on vient de publier afin de garder un petit peu de temps quand même aussi pour la discussion. Donc, pourquoi j'avais souhaité réfléchir avec vous sur cet article, car il y a plusieurs chapitres qui peuvent, enfin plusieurs sous-parties, pardon, qui peuvent vous intéresser, notamment la didactique de l'immersion autour du français écrit, avec un certain nombre d'éléments qui rappellent la démarche entonnoir dite interactive de Leclerc. Alors, Leclerc Véronique, CQ de 1999. Qui fait observer, analyser, s'approprier des formes dans les sens. Hein. Alors, tout ça, dans du sens, dans le sens, etc., tout ça, ce sont des évidences, a priori, mais qui ne sont pas si évidentes pour un certain nombre de professeurs et bien sûr, souvent, de bénévoles qui vont se cantonner à des ressources uniquement centré sur la forme. Vous avez pas mal d'exemples. Les formateurs se centrent typiquement sur la conjugaison en français, sur le bled, etc. Nous avons aussi travaillé sur l'apprentissage de l'écrit à l'âge adulte et des choix à opérer. De Ferrari et d'autres qui a participé au référentiel pour le français A1.1, je vous rappelle, avec Béaco et d'autres, et plutôt, et c'est ce que l'on défend dans cet article, contre la logique des niveaux. Pourquoi? Alors évidemment, on apprend beaucoup avec les référentiels, les niveaux, le cadre européen, ce sont des éléments fondateurs pour nous tous, je pense, pour nous tous pédagogues, mais il y a des limites. Pourquoi? Donc nous essayons de donner des exemples dans cet article. Un adulte migrant au niveau du travail, de l'administration, de la scolarité de ses enfants sera face à des supports de la langue orale écrite de tout niveau, finalement, et souvent d'un niveau très complexe. Donc, il est très difficile d'avoir une progression linéaire qui démarre du A1.1. D'où cette difficulté. Donc, on vous propose un certain nombre d'éléments dans cet article que les apprenants peuvent bien sûr ramener dans les dispositifs PRE, en centres sociaux, en école de langue, etc., qu'ils auraient entendu à la télévision, dans leur boîte aux lettres, les écrits de rue, les transports en commun, l'affichage dans les espaces sociaux et administratifs qui sont bien souvent au-delà du niveau A1 hein, ou A2, etc., qui sont plutôt finalement dans les niveaux B. Donc, que faire? Beaucoup s'appuyer sur la collectivité hein, et la compréhension par le collectif, par le groupe. Hein, ce sont des éléments d'ailleurs qui ne sont pas nouveaux hein, en didactique générale. Et ce qu'il faut essayer d'accepter, c'est de proposer des activités d'accès au sens par approximation successive. Hein, ce que nous disons dans ce chapitre à la page 139. Nous réexpliquons tous les processus cognitifs pour apprendre à comprendre, apprendre à produire de l'écrit, etc. Donc, je n'irai pas trop dans les détails, veuillez me pardonner. Et je vous invite aussi à lire tout le développement qui nous intéresse aujourd'hui, qui, me semble-t-il, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, c'est l'accompagnement des parents au collège pour justement que les parents puissent suivre un entretien durant la réunion de parents-professeurs. Hein. Et donc ça, dans le polycopier, c'est à la page 14. Oui, vous avez une... Oui, pardon, une petite question. Vous avez parlé d'approximation cognitive d'approximation, attendez, je relis.
d'approximations successives. Hein, ce qui est complexe parce que c'est vrai que plus on a d'approximations cognitivement, on est mal à l'aise. Hein, donc, voilà, c'est comme, vous vous souvenez du mot à mot. Est-ce qu'on a besoin de comprendre du mot à mot pour comprendre ce que veut dire le français? Faire du vélo. Vous avez peut-être eu cette expérience. Qu'est-ce que ça veut dire faire du vélo? Certains vous ont peut-être dit un jour, ah, je fabrique mon vélo. D'accord? Donc, ce sont des exemples qui peuvent nous faire sourire, mais dans plein de langues, il y a un verbe qui est plutôt de l'ordre du mouvement, hein, qu'un verbe faire qui est plutôt proche du verbe fabriquer. Vous voyez, en tout cas, pour certaines, dans l'imaginaire cognitif de certaines personnes, c'est ça. Hein. Donc, des approximations successives qui finalement peuvent être source d'insécurité linguistique, langagière et d'insécurité cognitive et qui bloquent. Hein, dans les... Alors là, j'extrapole un petit peu, mais c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme avec De Ferrari et Laurence, on l'a mis entre guillemets. Hein. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir dans le chapitre aux pages 134-135, justement, toutes les propositions didactiques, comment didactiser l'immersion, des objectifs pluriels, qu'ils soient d'ordre pragmatique, linguistique, bien sûr. Donc, par exemple, le parent aura comme objectif de se situer comme parent d'élève face au professeur principal, qui n'est pas forcément une situation simple. Il faudra qu'il comprenne, hein, donc on a noté comprendre et demander des informations sur les résultats. Et la grande question sur l'orientation. Donc là, je vous invite, je crois qu'on aura un colloque fort passionnant en décembre, hein, sur justement ces questions d'orientation, les questions linguistiques, professionnelles, scolaires à Paris. Hein, c'est ça où Nathalie Auger participe également. Il y aura plein de collègues et ça, c'est une vraie question, hein, concernant tout ça. Voilà, donc sans plus attendre, si cela vous convient, je vais passer au quatrième point de cet exposé pour essayer de faire découvrir et l'ouvrage. Alors, je le mets ici, mais un certain nombre d'entre nous, d'ailleurs, dans la salle, de toute façon, vous le verrez, je redonne le titre, Enseigner le français en contexte migratoire, ingénierie, littératie et inclusion. La volonté que nous avons eue depuis de longue date avec Lucille Cadet, c'était vraiment de proposer un manuel qui soit pratique et pour les professeurs, les formateurs. Alors, aujourd'hui, ça fera partie de la discussion de la fin. On se rend bien compte qu'il faudrait sans doute d'autres volumes et d'autres sous-manuels, entre guillemets. Je pense qu'en tant que formateur, enseignant, bénévole, vous pouvez trouver de grands axes pratiques pour la classe. Je commencerai par citer tout ce qui est autour de l'oral, avec le chapitre de Laurence qui propose aussi oui, c'est bien comme ça, merci. Hein, qui propose aussi toute une posture du formateur et une éthique une posture éthique du formateur et j'aimerais insister là-dessus car je pense que souvent, en formation linguistique pour adultes, il y a un certain, je pense, n'ayons pas peur des mots, un certain misérabilisme, une bienveillance, certes, c'est très bien, pour les enfants parfois aussi, mais finalement, on est face à, à des, à des gestes professionnels très hésitants, voire inexistants concernant la pédagogie, hein, la didactique. Et donc, je crois que ce chapitre est extrêmement intéressant et vous avez beaucoup de clés concernant l'accès au sens à l'oral et également la production orale. Ce chapitre est le plus fourni de l'ouvrage et nous avons eu la chance de pouvoir, de ne pas être obligé de le couper. Donc, je vous y invite vraiment pour dépasser ce stade d'observation et être vraiment acteur des progrès des élèves. C'est le chapitre 2, je pense. Voilà. Je vous redonne le titre. Laurence, apprendre à enseigner le français oral à des adultes allophones, repères éthiques, linguistiques et didactiques. Et donc, Véronique Laurence est revenue sur beaucoup d'éléments qui ont jalonné
la pratique de formatrice, de formateur, hein, de longue date, et les écueils à éviter. Hein, justement, il y a beaucoup de pistes qui pourront vous être, à mon avis, très utiles. Alors, beaucoup de chapitres, quasiment toute la deuxième partie également sur l'écrit, sur la littératie, sur l'entrée dans la lecture, dans l'écriture. Donc, je commencerai par le chapitre le plus pratique, me semble-t-il, par celui de nos collègues Forzy et Laparade, approches actionnelles et apprentissage de la lecture-écriture à l'âge adulte. Pourquoi et comment didactiser des supports authentiques. Donc, elles sont allées au-delà de leurs deux manuels, dont on reparlera sans doute dans un instant, où elles s'intéressent évidemment aux supports, comment les didactiser, des approches plurielles. Elles nous parlent aussi d'un projet européen qui a été coordonné par De Ferrari, Focal, etc. Donc, vous avez beaucoup de pistes et vous avez évidemment la manière plus pratique d'opérer dans les classes avec leurs deux manuels. J'en ai apporté un ici et le dernier numéro est vraiment pour les adultes non scolarisés antérieurement qui accèdent à la lecture-écriture à l'âge adulte. Donc, ça peut être une ressource clé en main qui peut vous faciliter le quotidien. Bien sûr, je citerai mes chers collègues Leclerc et Leferrec, hein, conjointement, qui ont réfléchi dans cette même dynamique, chapitre 8, apprendre à lire et à écrire à des adultes migrants, pour une approche actionnelle des apprentissages fondamentaux de la lecture-écriture en FLS. Donc là, vous trouverez d'autres éléments qui me semblent complémentaires si vous voulez aller au-delà, réfléchir à la suite ou avant le chapitre 10. C'est pour ça que nous l'avons mis juste avant. Vous avez bon nombre de chapitres aussi qui réfléchissent au support, puisque que faire en classe? Donc, les supports ont été mis à l'honneur dans les parties 1 et 2. Donc, je reviendrai sur le chapitre que nous avons mis en premier de Chantal Claudel, notre collègue de Nanterre. Quel outillage mobiliser pour didactiser des supports authentiques? Un chapitre clé également. Chantal Claudel travaille beaucoup sur l'analyse du discours et elle met en perspective justement les entrées linguistiques, analyse du discours et que faire pour la formation des enseignants, le choix des supports et comment les didactiser, ce qui fait partie du travail central et clé de tout formateur. J'attire votre attention également sur le chapitre de nos collègues de Lyon, les supports pédagogiques dans le champ de l'alphabétisation des adultes, avec Véronique Rivière qui a piloté ce chapitre, analyse d'une séance de formation sur la mobilité urbaine. C'est très intéressant. Donc, vous voyez comment l'affichage dans les transports des éléments assez simples et d'autres plus complexes sont mis en regard et comment les formatrices font progresser leurs élèves dans la classe. Donc, je vous invite à aller le voir. Bien sûr, j'aimerais citer également aujourd'hui le chapitre de Claudie Perret et par rapport à la problématique que j'ai choisie aujourd'hui de la gestion de l'hétérogénéité, qu'elle a intitulé La formation linguistique des migrants en groupes hétérogènes, où elle nous donne aussi quelques pistes d'activités. Hein, comment faire pour gérer l'hétérogénéité, quelles activités ponctuelles proposer. Il y en a bien d'autres. J'aimerais également un chapitre modeste, mais qui remet au centre la grammaire, le travail sur la langue, donc que j'ai moi-même rédigé avec Messaros Branislav, donc le chapitre 3, je crois, qui s'intitule. Et l'idée, c'était aussi de réfléchir justement à des changements possibles en formation de professeurs, ingénierie didactique au service du changement en formation, approche et méthodologie réflexive pour le traitement de la grammaire en français. Et il s'agit de voir avec les étudiants de master, quand on les implique et on leur fait comprendre la démarche inductive, déductive, etc., implicite, explicite, de faire les bons choix et de voir à travers la conception de support
d'activité, comment ils opèrent des choix, à la suite d'ailleurs d'un article collectif qu'on avait rédigé avec Laurence, Abou Zaïd, Abou Samra, etc., sur l'approche inductive, qui est aussi dans les cahiers de la CEDLE en 2018, je crois, c'est en ligne. Voilà pour quelques mises en bouche sur cet ouvrage, et j'aimerais bien sûr citer notamment par rapport à l'invitation et au travail de Nathalie Auger, toute la partie 3, pardon, la troisième partie de l'ouvrage, qui ne sera pas centrale aujourd'hui puisqu'on s'est focalisé sur les adultes, puisque la troisième partie, pardon, de l'ouvrage a été consacrée à l'inclusion. L'inclusion surtout scolaire. Donc en fait, globalement, les chapitres sont tous centrés sur l'école obligatoire en France. Donc je ne développerai pas beaucoup, mais j'aimerais tout de même citer quelques titres qui pourront vous intéresser. Donc, je reprends le titre du chapitre 16 qui a été rédigé par Auger et Mickel, Inclusion et relations en contexte d'enseignement-apprentissage aux élèves allophones nouvellement arrivés en France. Et je vous invite à aller voir les projets qui sont proposés avec justement la valorisation des élèves, des professeurs et inversement. Je vais très vite, pardonnez-moi. J'aimerais revenir aussi sur le chapitre de Cadet et de ses collègues, donc Maëlle Meur, Lucille Cadet, Johanna Chichportiche et Martial Méziani, interroger l'inclusion scolaire des élèves allophones nouvellement arrivés, et notamment avec tout le discours qui concerne les évaluations et les évaluateurs des élèves, très intéressant. Bien sûr, le chapitre de Stéphanie Galligani qui s'intéresse aux représentations altéritaires des enseignants et besoin en formation à la médiation pour la scolarisation des élèves allophones. Beaucoup de, voilà, et bien d'autres éléments qui, je pense, pourront nourrir à la fois vos réflexions et votre pratique, car si nous n'avons peut-être pas tout à fait pour chaque chapitre proposé, entre guillemets, une partie théorique et pratique, dans beaucoup, vous retrouverez des propositions que vous pourrez utiliser, à mon avis, et adapter à la classe. Je bois un tout petit peu. Je vais devoir m'arrêter, hein, conclure tout doucement. Ce serait bien. Donc, et à titre complémentaire, pour la suite de la discussion, peut-être en ligne ou plutôt dans la salle, j'aimerais redonner pardon, 4 recherches qui ont été menées par des étudiantes en master sous ma direction. Donc Azaoui, Scatolini, Turcan et Lagrave, que je vous redonnerai les titres et on pourra en discuter, qui ont justement travaillé globalement en Île-de-France et en Grand Est sur les OEPRE. Alors Azaoui Laetitia a mis en parallèle l'hétérogénéité et la différenciation en OEPRE et en UPE2A, sachant qu'il y avait des enfants et des parents qui étaient concernés soit dans le dispositif OEPRE, soit UPE2A, avec d'ailleurs une collaboration et une entraide entre enfants et parents. Des étudiantes qui ont travaillé en centres sociaux, en maison familiale, alors avec la pédagogie souvent des ASL, et Seima Turcan qui a également fait des propositions didactiques par le jeu, avec un matériel et des conditions tout à fait simples. Pendant la deuxième partie de cette matinée, je pourrais vous montrer une ou deux vidéos avec des adultes, hommes et femmes en région parisienne également, et le travail de Stéphanie Lagrave qu'elle a intitulé Le genre en scène, le genre, le masculin, le féminin, qui est également finalement assez discriminant
pour des adultes migrants qui ont parfois du mal à utiliser le bon article parce que ne se souvenant plus du masculin ou du féminin, et comment par un travail de jeu de rôle, en tout cas d'activité de systématisation et de production en situation, ils ont réussi à améliorer leur production à l'oral, et donc sur un point linguistique très fin. Hein, parce que il me semble que tout ce travail fait partie du travail de l'enseignant, du formateur, du bénévole, et surtout pour que ça fasse sens pour les élèves. Donc écoutez, par rapport à la suite, je vous remercie de l'attention que vous avez portée. Je pense qu'il y a, enfin, je l'espère, sans doute beaucoup de questions.